Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, des comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons, ces êtres hors du commun, à monter sur une scène, à partager des émotions et à se livrer avec bonheur avec la foule ? Pendant un peu moins d'une heure, un artiste en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines se livre simplement à ce micro. Un entretien sans phare, un dialogue à nu, à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Une programmation riche et multiple, danse, musique, théâtre, cirque, humour sur un territoire de création. Quel beau terrain de jeu pour une journaliste comme moi. Vous entendrez des voix parler des arts de la scène bien sûr, mais aussi de parcours, de l'enfance, de combats, de désirs parfois et de doutes aussi. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. J'avais l'impression d'être un génie. Voilà ce que déclare sans sourciller notre invité à VSD. Alors ça fait sourire et pourtant c'est vrai, Alexis Michalik, c'est l'histoire d'une success story, le Wonder Boy du théâtre français, on l'entend souvent comme ça, 5 Molières, rien que ça, bien plus d'ailleurs, du théâtre d'abord, du cinéma aussi, un roman, une comédie musicale, tout ce que touche Alexis semble se transformer en or. Peut-être parce que le théâtre, il le voit d'abord comme un partage et que dans ses bagages, il y a 1000 influences emboîtées comme les poupées russes de ses histoires, Peter Brook, Billy Wilder, Shakespeare, Marilyn Monroe, Alexandre Dumas, Alec Baldwin, Pénélope Bagieux, encore Fred Astaire. Alexis Michalik et son spectacle Une histoire d'amour, notamment dans le son de la scène, chez lui, à la maison, à Paris. C'était évident. Bonjour Alexis. Bonjour. Ce qui est très chouette de voir dans vos influences, c'est cette diversité-là. Avant toute chose, avant de parler de votre travail, je crois qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de ne rien s'interdire quand vous travaillez et puis quand vous amenez ces influences-là. C'est le cas ? Ouais, je pense que même au-delà de ne rien s'interdire, il y a un refus de snobisme en fait. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours été attiré par une forme de théâtre populaire, et un théâtre populaire forcément c'est un théâtre qui brasse, qui mélange les genres et les influences. Et j'ai toujours considéré que le théâtre était cet art populaire, donc simple, quoi. Alors c'est intéressant parce que la question du snobisme et du théâtre populaire, j'avais envie d'en discuter avec vous. C'est quoi être snob ? Est-ce qu'on Être se rapproche snob, de Boris Vian ou pas ? je dirais que quand on crée, quel que soit ce qu'on crée, être snob, c'est créer uniquement pour une petite partie de la population. Euh, et a priori la plus aisée, on va dire. Moi, je considère que j'ai vu des trucs au théâtre où je me dis, quand j'étais ado, où je me dis, ça c'est génial, ça parlerait à tout le monde. Simplement, pour que tout le monde le voie, il faudrait que ça joue un peu plus et que les gens puissent y avoir accès. Donc voilà. Donc c'est cette notion de partage. Ce qui rejoint la définition du théâtre populaire, au fond. Oui, voilà, populaire et exigeant, quoi. Enfin, quelque chose qui soit pas non plus abétissant, parce que populaire, ça peut vouloir aussi, comment dire, s'abaisser à faire quelque chose d'un peu moins bien. Manquer de Mais qualité. ouais, manquer de qualité. Je pense que le but, c'est que ce soit pas le cas non plus. Donc, mais après, tout ça, c'est une rétro-analyse. C'est un bilan une fois qu'aujourd'hui on peut se dire oui, bon bah tout ça fonctionne, donc je m'inscris dans ce type de théâtre. Au départ, évidemment, j'avais pas du tout cette vanité de faire un théâtre et de le qualifier. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire un premier spectacle pour voir, quoi. Et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis au bout d'un moment, on finit par se dire tiens, en fait, je suis devenu metteur en scène. En fait. À quel moment vous le réalisez, ça ? Au bout du troisième ou quatrième spectacle, je pense. Parce que vraiment, au départ, il y a plein de gens qui veulent être réalisateurs, qui veulent être metteurs en scène, ou réalisatrices, ou ceci ou cela, et en fait, ou cosmonautes. Et en fait, on rêve du costume. C'est pas tant qu'on a vraiment envie d'aller dans l'espace, c'est qu'on a juste envie de pouvoir dire je suis cosmonaute, quoi. Metteur en scène ou réalisateur ou réalisatrice, tout ça, c'est un peu ce costume-là qui fait rêver les gens. Bon, metteur en scène, ça fait pas trop rêver de gens, hein, on n'est pas très nombreux. Le théâtre, ça a quand même cette connotation un peu datée, poussiéreuse et pas très moderne. Euh, mais, euh, mais voilà, pour moi, au lycée, moi, tous mes potes, ils voulaient être réalisateurs, quoi. Mais pas parce qu'ils avaient des histoires à raconter, juste parce qu'ils voulaient dire je suis réalisateur. Et moi, j'avais aucune intention d'être metteur en scène, donc c'est vraiment venu parce que, à un moment, je me suis dit, j'ai envie de raconter ce spectacle.
Et puis en le racontant, je me suis rendu compte qu'il y avait un public que ça pouvait intéresser. Et je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être en raconter un autre pour voir. Et puis au fur et à mesure, on se dit, ah, bah, ouais, il y a un public qui commence à être là. Et je vais peut-être continuer à faire ça, puisque clairement, ça a l'air de De fonctionner, en fait. marger, ouais. En Ouais. fait, c'est raconter des histoires. Raconter des histoires, c'est venu à partir du porteur, je pense, parce qu'avant ça, c'était plutôt des classiques revisités. Donc je savais pas trop ce que. Quand on est étudiant, élève, moi j'ai commencé en tant que comédien, donc autour de moi, tous les élèves comédiens, ils avaient des choses à défendre, quoi. Ils avaient vraiment un combat. Et c'était un théâtre plutôt engagé, plutôt politique, mais souvent vide dans la façon de s'adresser à des gens. Souvent, c'était de l'antithéâtre. C'était surtout, faut pas raconter une histoire, quoi. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que dans le théâtre subventionné, le cliché d'un spectacle subventionné raté, ce serait justement que de la forme et aucun fond, quoi. Ce serait une recherche de mise en scène, artistique, des situations, mais dont on sort en se disant, bon, bah, en fait, de quoi il parle, quoi. Et j'avais effectivement beaucoup de potes qui pour eux, le vrai théâtre, c'était ça, quoi. Et je trouve qu'il y a une vraie dichotomie entre la vision du théâtre qu'on a en cours de théâtre et la vision du théâtre une fois qu'on sort d'un cours de théâtre et qu'on se rend compte qu'en fait, s'il n'y a pas de gens dans la salle, Il n'y a pas de théâtre. il Enfin, n'y a pas de recette en tout ouais, cas. déjà, Et s'il n'y oui. a pas de recette, en fait, on peut pas se payer. Et si on peut pas se payer, on arrête en fait. Ouais. Donc il y avait vraiment un truc où moi, dès le début, ado, je me disais, mais en fait, si je fais un spectacle, c'est pour que les gens aiment ce spectacle, c'est pour Et leur pour en raconter vivre quelque aussi, chose. quand Éventuellement, même. ouais, à un moment. Ouais. C'est ce que j'entends, en tout cas, dans ce que Moi, vous j'avais dites. la chance de faire, de jouer, d'être comédien et de faire de la télé et de faire des trucs comme ça. Donc, j'en vivais déjà. Mm. Donc, le théâtre, pour moi, c'était quelque chose d'un peu annexe où c'est pas grave si je gagnais pas d'argent. C'était plus ma petite marotte, mon plaisir d'aller monter un truc, d'aller à Avignon Mm. avec notre bannière, etc. C'était plus un plaisir qu'autre chose. Bon, difficile, hein. La création, c'est toujours difficile, mais voilà. Mais c'est intéressant quand vous parlez de théâtre politique aussi. J'ai lu notamment, vous aviez aussi déclaré dans un article, je n'ai pas assez de rage en moi pour laisser exprimer un propos politique fort. Est-ce que ça a changé avec le temps? Non, parce que Et au fond, c'est pas grave, hein. en fait, comment dire? J'ai toujours cette espèce de truc de si ça ne sert à rien, ne le dis pas en fait. Si tu n'as rien d'intéressant à dire, si tu n'as rien à ajouter au débat, d'autres le font très bien et ça sert à rien. J'ai toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je me mets tout d'un coup à écrire quelque chose qui est un tant soit peu politique. Je me dis, mais que tout le monde s'en fiche, c'est d'une banalité ce que je dis. Donc je pense que ma façon comment dire, d'abord d'avoir un sujet politique, elle n'est pas tant dans ce que je raconte que dans la forme que j'emploie. Euh, au fond, euh, avoir à chaque fois une troupe d'acteurs sans tête d'affiche qui ont des rôles équivalents, où il n'y a pas de hiérarchie dans les personnages, au fond, c'est déjà un propos politique en fait. C'est déjà dire que cette société, elle fonctionne mieux quand on est tous au même égaux dans le traitement, quand il n'y a pas genre quelqu'un en haut de l'affiche et quelqu'un qui vraiment rentre pour dire deux phrases. Et voilà, et je pense que ça vient aussi du fait que comme je suis comédien, je sais ce que c'est d'être comédien et de rentrer dans un spectacle et de se dire, ah là là, d'être frustré de ne pas avoir plus à défendre. Mm. Je sais qu'un comédien, au fond, il est heureux quand il joue, en fait. J'essaie de les faire jouer et au final, ça crée une sorte de système où tout fonctionne, quoi, les acteurs sont pas frustrés de défendre leur rôle parce que chacun il a un rôle à la mesure du voisin. Et donc, c'est une sorte de. Je veux dire, l'économie du spectacle est aussi pour beaucoup dans la façon dont je le mets en scène, dans la scéno, c'est comme si c'était un spectacle. Mes spectacles sont. L'esthétique est un peu inspirée des metteurs en scène subventionnés, on va dire, parce que c'est pas des décors en dur, c'est des trucs très épurés, etc. L'histoire, en général, c'est plutôt inspiré des séries et des BD, et de tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Et l'économie du spectacle, il est vraiment tiré du off, quoi, d'Avignon, c'est-à-dire un spectacle qui peut être qui peut tourner facilement, qui peut être déplaçable, qui peut être démonté, monté en 15 minutes. Enfin, il y a cette philosophie-là, mais surtout, avant tout, il y a ce truc qui est né dans le off à Avignon pour moi, qui est en fait, un spectacle, il faut qu'en sortant, les gens aient envie de le conseiller. Mm.
Donc il faut trouver quelque chose, une façon, un truc dans le récit qui va susciter cette envie chez les gens, quoi. Vous avez toujours eu autant confiance en vous? Vous avez toujours confiance en vous? Euh, Parce qu'on peut se dire effectivement, chaque fois que vous sortez une pièce, un bouquin, notamment Loin, on en parlera, mais ça marche quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai toujours eu confiance en moi, ce qui aide beaucoup. Vraiment, je pense que ado, j'avais un très gros ego, mais même, je veux dire, quand je lis ce que j'écrivais dans mon journal intime, je vois bien que c'est pas tout à fait la même personne. Je vois bien que pour le coup, on parlait de rage tout à l'heure, il y avait vraiment une rage d'exister, quoi, qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup apaisée depuis, et forcément. Euh, il y a quelque chose qui se passe quand on commence à rencontrer le succès aussi, qui est que on est immédiatement soumis à un devoir d'humilité et de réserve, sinon c'est trop compliqué, quoi. Donc, une fois que ça a commencé à marcher, moi ça m'a vraiment détendu et j'ai commencé à me dire bon bah ça c'est fait. Maintenant, comment je vais faire pour continuer à créer et me renouveler et essayer de chercher autre chose. Mais oui, la confiance que j'avais étant ado, c'est sûr que ça a été un gros atout et c'est sûr que quand on n'a pas confiance en soi et qu'on veut créer, c'est beaucoup plus difficile. Je dirais presque, en fait, au fond, mes premiers spectacles, mes premières œuvres, mes premières créations, je savais pas trop ce que j'avais envie de raconter. Mais par contre, j'avais la confiance nécessaire à fédérer une Ouais. équipe et à créer quelque chose. Et c'est vraiment de spectacle en spectacle que j'ai commencé à me dire, bon bah, à mesure que je suis en train d'écrire un certain savoir-faire euh, à plein de niveaux, que ce soit pour la scéno, la lumière, des choses que je maîtrisais absolument pas sur les premiers spectacles, Mm. et ben, se pose aussi la question de qu'est-ce que je raconte. Et c'est venu du coup assez tard, parce que mon premier spectacle que j'ai écrit, enfin assez tard, relativement, mais Le Porteur d'Histoire, c'était pas mon premier spectacle que je créais, quoi. Ça faisait déjà entre 5 et 10 ans que je Mm. montais des spectacles à Avignon. La nouveauté, un petit peu dans une histoire d'amour, c'est quand même que c'est un sujet très contemporain, une histoire d'amour entre deux femmes notamment, la question de la PMA aussi. Pourquoi vous êtes intéressé à cette histoire-là, qui est quand même au fond un peu politique, malgré tout? Elle Je, n'est pas forcément traitée comme telle, mais je pense que le virage, il se situe au spectacle d'avant, Intramuros, qui déjà était contemporain et dans les prisons. qui se passait en Ouais. prison et qui déjà abordait donc un sujet qui était plus d'aujourd'hui, quoi. Mm. Que Edmond ou le cercle des illusionnistes, par Voilà, je exemple. dirais qu'Edmond, Le Porteur, le Cercle, c'est ma trilogie de la Belle Époque, hein. Les trois tournent autour du 19e siècle, Mm. qui est une période qui me passionne et c'est super. Et puis voilà, une fois qu'on a un peu fait le tour de la question, bah, j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose, quoi. Donc, Intramuros, c'était vraiment un test, quoi. C'était vraiment un essai. On va essayer de le faire, d'ailleurs, de le faire très différemment, puisqu'on l'a créé au plateau avec les acteurs, etc. Et de s'attaquer à un sujet, voilà. Mais il reste dans Intramuros une structure qui est assez commune à mes spectacles, c'est-à-dire un truc un peu en poupée russe, Mhm. avec un gros suspense à la fin, et puis plusieurs histoires entrecroisées. Ce qu'il Là, y a moins dans une ce histoire qu'il y a moins dans d'amour. une histoire d'amour, ça pour le Il coup, n'y a pas de suspense. Pas il n'y a trop. pas de suspense, non, mais il y a quand même des surprises, quoi. Mais il y a quand même il y a quand même des petits trucs qu'on voit pas venir, etc. Mais non, le cœur du spectacle, pour le coup, n'est pas là. Il Euh, n'est pas dans cette méthode michalique un petit non, peu. ouais, non, J'allais non, dire, vous parliez de savoir-faire, etc. Ouais. voilà, mais néanmoins, comme d'habitude, la structure est vraiment très importante, même si elle a l'air plus linéaire, comme Edmond. Edmond, c'est une structure linéaire, en fait, quand on y Mhm. pense, mais dans Edmond, la difficulté de la structure, c'est d'arriver à mettre Cyrano dans Edmond. C'est-à-dire d'arriver à raconter le spectacle tout en racontant la vie d'Edmond. Et ça, c'est vraiment une problématique structurelle. C'est un problème pour moi, c'est comme de faire de la géométrie, quoi. Mm. C'est résoudre un problème de géométrie, de comment est-ce que je raconte ça pour que l'histoire avance et qu'on soit tout le temps surpris. Et dans une histoire d'amour, il y a un peu ça aussi, mais simplement, c'est une géométrie complètement différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plein d'histoires qui se croisent, etc. Néanmoins, ce que je raconte dans la première partie en fait du spectacle, quand on se rend pas compte quand on est le spectateur lambda que il y a des éléments que je raconte, des personnages en second plan qui vont être extrêmement importants dans la deuxième partie, mais en fait je les raconte un peu discrètement, quoi. Mhm. Donc il y a quand même une spécificité structurelle à cette histoire, mais c'est vrai que pour le coup je dirais la grosse différence à se situe ailleurs, c'est que c'est la première fois que j'aborde frontalement quelque chose qui parle
des sentiments et de l'intime. Et voilà, je pense que c'est ma pièce la plus intime. Ça parle de l'intimité, et puis ça parle de choses que tout le monde connaît. Et puis ça rentre vraiment dans un drame, quoi. C'est une comédie dramatique, je dirais. Donc oui, donc c'est assez différent. Ouais. Quelle est la place de l'amour dans votre vie, Alexis Michalik? Je suis pas en train de vous dire si vous avez quelqu'un, je m'en fiche, mais Non, c'est l'amour est partout, mais pour tout le monde, de toute façon, tout le monde a besoin d'amour, tout le monde cherche d'amour, l'amour, enfin, c'est quelque chose de vital et de nécessaire. vous êtes du genre à pas dire trop vos sentiments comme Katia Je dans pense une histoire d'amour? je pense qu'il y a toujours de moi dans tous les personnages que je crée. Mais c'est-à-dire, dans le roman, c'est pareil. On me dit souvent, mais alors, qu'est-ce que moi, c'est vraiment pour moi, c'est trois personnalités qui dialoguent, mais c'est moi dans ma tête, quoi. Et dans une histoire d'amour, je pense qu'il y a de moi dans chacun des personnages, un petit peu, parce que un auteur, même quand il parle pas de lui, finit toujours par parler de lui. Parce que c'est normal, s'il parle de quelque chose qui lui est propre, qui le touche, c'est forcément une thématique qui résonne à un endroit. Donc vous faites du yoga, vous buvez un peu de temps en temps, parce qu'il y a quand même un frère alcoolique. Voilà, je veux dire, après, je vais pas tout vous dévoiler, Non. mais non, moi pour le coup, je bois pas d'alcool, donc c'est pas la Voilà, non, partie de, d'accord. c'est pas cette partie-là, mais je dirais que voilà, William, ça peut être une projection ce qui pourrait m'arriver de pire, on va dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si effectivement je perdais quelqu'un et que 5 ans plus tard, j'avais rien créé, etc. C'est Oui, il assez y a commun. l'angoisse de la page blanche. Il y a dans l'angoisse ce de la page blanche. personnage-là. Il y a ce personnage pour qui écrire, c'est le plus important. Et qu'est-ce qui se passe si pendant 5 ans, il ne peut plus écrire parce qu'il est bloqué et que ça se passe ailleurs, quoi, que ça vient de la perte de quelqu'un et qu'il préfère vivre avec le fantôme de l'autre que de se projeter vers la suite, quoi. Donc il y a des choses, évidemment que je vais m'y référer. Et puis Katia et Justine, oui, c'est aussi nourri de mes propres histoires, quoi, de ce que j'ai vécu, d'avoir été celui qui quitte et celui qui est quitté, c'est pas la même chose. Donc forcément on est nourri, mais c'est pas non plus complètement nous, quoi. Je veux dire, voilà, je fais pas de yoga et je bois pas d'alcool, mais c'est normal. On s'inspire aussi des autres, hein, on s'inspire des gens qu'on connaît aussi, mais pour le coup, une histoire d'amour, c'est vrai que c'est directement né d'une rupture, quoi. Donc c'était très personnel, quoi. C'était vraiment le. Mais je pense que quand on écrit, quand on crée, euh, ça fonctionne si on écrit au bon moment. Euh, hein, il y a un temps pour tout et, euh, et le but, c'est de transmettre l'émotion qu'on ressent à un public qui n'est pas dans notre tête. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être nous émouvoir très fort, mais il faut toute la qualité d'un raconteur d'histoire ou d'un auteur ou d'un créateur, d'un sculpteur, d'un peintre se résume à est-ce qu'il va réussir à trouver les moyens de transmettre cette émotion à un public qui ne le connaît pas, avec qui il n'a aucun lien. Surtout qui est hyper différent dans le public. On a voilà, une diversité immense. Et quand on n'arrive pas à toucher, ça peut arriver aussi, qu'est-ce qu'on se dit? Déjà, on peut pas toucher tout le monde. C'est-à-dire que c'est normal. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas, des gens qui sortent. Sur une histoire d'amour, c'est assez particulier parce que c'est vraiment un spectacle qui est sur cette émotion-là quand on a une salle qui communie, vraiment, c'est assez fou pour l'avoir joué, d'entendre les gens qui rient très fort et qui à un moment commencent à pleurer et puis d'entendre les mouchoirs dans la salle, d'entendre ce moment où ça bascule et évidemment, selon les soirs, on n'a pas forcément le même public. Il y a des soirs où on est porté par la grâce et que vraiment on sent qu'ils sont complètement avec nous. Et puis des soirs un peu moins. Puis des soirs, ils sont très silencieux. On se dit, oh là là, ils sont pas du tout dans l'histoire. Et à la fin, ils se lèvent d'un coup parce qu'en fait, ils étaient juste dans leur intimité. Et puis parfois, ça marche moins. Ils sont très timides aux applaudissements. On se dit, bon, là, ça les a moins touchés. Et en général, quand on sort vraiment une histoire d'amour, pour le coup, il y a des types de réactions très marquées, quoi. Il y a ceux qui disent oui, j'ai presque versé ma petite larme, puis il y a ceux vraiment qui sortent en disant mais on m'a perdu, quoi. Ça fait un écho aussi à sa propre Bah vie, oui, forcément, mais probablement. parce que tout le monde a perdu quelqu'un, tout le monde a été quitté, tout le monde a vécu le cancer, enfin à partir d'un certain âge, on va dire, à partir de 30-40 ans, on a tous vécu ce genre d'émotion, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais les ados sont forcément moins bouleversés parce que c'est des situations qu'ils ne connaissent pas forcément. Mais évidemment que le spectacle va résonner différemment chez des mamans, chez des femmes enceintes, quand on a un truc qui touche particulièrement à il y a certains endroits, et puis aussi, voilà, le public, selon ce qu'il a vécu, va être plus ému par telle ou telle scène.
Mhm. Et c'est marrant aussi d'entendre ça, d'entendre un tel qui dit bah moi c'est au moment où ils dansent tous les deux et que bah là voilà c'est tombé, c'est sorti. Puis l'autre me dit bah moi c'est vraiment la dernière scène où là ça y est ça a coulé. Puis d'autres qui disent bon bah moi pendant 40 minutes j'ai pleuré quoi. Donc c'est assez rigolo quoi. C'est vraiment mais en même temps c'est un spectacle qui est pas c'est pas sur le pathos quoi. Moi ce que je voulais surtout éviter c'était un truc où on sort en disant bon bah il n'y a plus qu'à aller se tirer une balle quoi. Mhm. Il faut toujours qu'il y ait de l'espoir, il faut toujours qu'il y ait quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de comédie dans le spectacle et que ça désamorce aussi et que ça permet à vrai dire d'ouvrir les vannes parce qu'il y a un côté bah voilà en fait au bout d'un moment lâché, on a le droit de rire, de pleurer, on a le droit juste d'ouvrir cette émotion là, Mhm. et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec le personnage en fait avec William qui au fur et à mesure se fait toucher par cette gamine et par ce qui est en train de lui arriver quoi. C'est quoi votre première émotion au théâtre, Alexis Michalik? La Euh, première ce et que la j'ai vu. dernière, par exemple, celle que en tant Hmm, que spectateur. je me souviens de Mnémonique de Simon McBurney, où j'étais ado et vraiment j'avais trouvé ça absolument incroyable. Je me souviens du dernier Caravansérail de Mnouchkine, je me souviens de Jean-François Sivadier aussi, qu'on a reçu dans Sivadier, le son ouais. de la scène. Ouais. Ouais, Sivadier, c'était vraiment pour le coup, c'était plus d'une explosion de fête, quoi. C'est-à-dire que moi je me souviens, son premier spectacle que j'ai vu, c'est Le Mariage de Figaro à Nanterre, qui était assez incroyable avec cette espèce de décor qui se disloquait au fur et à mesure. C'était une fête, quoi. C'était vraiment très très drôle. Et à un moment, il y avait une fanfare qui venait sur scène. Enfin, c'était complètement fou. En voyant cette pièce, je me suis dit, tiens, étonnamment, je me suis dit, tiens, j'ai envie de monter cette pièce. Et c'est vraiment cette pièce-là qui m'a donné envie de faire un spectacle, de faire Le Mariage de Figaro. Parce que dans ma tête, je me suis dit, ah, mais c'est délirant cette pièce. En fait, je me rendais pas compte que ce classique, il pouvait être aussi drôle. Et j'aimerais bien le faire encore plus délirant, quoi. Un peu Monty Python, Mm. en rajoutant des trucs qui n'ont rien à voir, etc. Et ça a été le premier spectacle que j'ai monté, ouais. Et de la même manière, un peu de la même manière, Wajdi Mouawad, en voyant, je crois que c'était Forêt, le premier que j'ai vu, vraiment, je me suis dit, ok, en fait, on peut écrire aujourd'hui pour le théâtre. Avant ça, j'ai toujours été persuadé que vraiment ça servait à rien, que tout avait été écrit, que dès que je voyais un truc contemporain, c'était forcément moins bien que Shakespeare, que ceci, que cela. Mm. Et ça me passionnait pas l'écriture contemporaine, que ce soit dans le privé ou dans le sub. Il y avait un truc où je me disais, non, c'est beaucoup moins fort. Et là, tout à coup, j'ai trouvé la même force, j'ai trouvé une sorte de force shakespearienne, quoi. Un truc où je me suis dit, ah ouais, d'accord, il peut partir sur plusieurs époques, comme dans les séries que j'aime tellement, où tout est narration, quoi. Et ça m'a un peu donné la permission spirituelle d'écrire pour le théâtre, et c'est comme ça que après j'ai fait le porteur Mm. d'histoire, quoi. On va reparler de littérature évidemment, de cinéma aussi, parce que c'est important dans votre vie. Et quand on est chez vous, d'ailleurs à Paris, qu'on regarde un peu votre bibliothèque, on le voit qu'il y a vraiment ces influences-là. La musique, c'est important aussi, et dans vos spectacles, parce qu'il y en a beaucoup dans tous vos spectacles d'ailleurs, Mm. pas uniquement le dernier. Dans votre vie, quand on est arrivé, j'avoue qu'il y avait de la musique chez vous, quand on a tapé. Je sais pas ce que c'était, C'est métronomie, vrai. non, peut-être un truc comme ça. Pas loin, pas Ah, loin. C'était Brickbot. bon, voilà. Et non, bien sûr, c'est hyper important la musique dans ma vie et même c'est intimement lié à toutes mes créations, quoi. C'est-à-dire que déjà dans tous mes spectacles qui se jouent actuellement, il y a de la musique partout et il y a beaucoup de musique. C'est-à-dire mon utilisation de la musique au théâtre, elle est très cinématographique. C'est Mm. aussi ce qui contribue à cette espèce d'impression cinéma parce que il y a évidemment la narration hein, qui est très cinématographique avec des courtes scènes un peu scénarisées. Mais la musique, vraiment, il y a 40, 50 minutes de musique dans chacun de mes spectacles. Et, euh, et c'est le cinéma. Le cinéma, c'est une musique qui accompagne l'émotion. Le théâtre, ça peut parfois, quand c'est un peu paresseux, j'ai envie de dire, être une musique qui se contente d'être une musique de transition. Hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ce truc de on termine une. Pour moi, c'est le pire. C'est le Entre les pire. scènes. Ouais, on termine une scène, on met un petit coup de musique, on baisse le rideau, on change les décors, on remonte le rideau. Là, pour moi, je sors du spectacle tout de suite, quoi. Il y a quelque chose où pour moi, c'est un manque d'inventivité à cet endroit-là. C'est un peu de la paresse, quoi. Il faut garder le spectateur, quoi. Il faut qu'il se passe toujours quelque chose, sinon
Sinon, aujourd'hui, avec un public qui est habitué à voir des séries et des films et des pubs et des trucs tout le temps, on peut pas le lâcher pendant 3 minutes, quoi. Donc, cette musique, elle est au contraire, elle est vecteur de rythme et non pas, elle ne fait pas que combler un moment où il y a rien, quoi. Il faut que ça accompagne le spectacle, etc. Alors après, je l'utilise de manière très différente selon le spectacle. Justement, dans Edmond, le Cercle des Illusionnistes, c'est une musique très Ravel, hein, très époque, mais c'est une création. Hein, c'est mon compositeur Romain Trouillet qui est un génie de l'orchestration. Mais c'est très époque. Et puis dans Intramuros, c'est un musicien au plateau qui est beaucoup plus contemporain. Et puis dans Une histoire d'amour, c'est une playlist. Parce que je voulais vraiment qu'il y ait ce côté un peu jukebox on traverse 15 ans de leur vie. Et donc il y a des musiques qui sont souvent liées pour À chacun. l'époque, oui. Ouais, on a tous des musiques les chansons qui, quand on les entend, on se dit genre, ah, ça, c'est telle époque de ma vie, il s'est passé ça à ce moment-là. Donc, de la même manière, comme pareil, c'est un spectacle tourné vers l'intime, je voulais qu'il y ait ces rendez-vous-là et qu'en sortant, on puisse se dire, ah, c'était quoi la chanson là, j'aimerais bien la réécouter. Qui sont un peu, c'est un peu la bande originale de votre vie ou pas? Pas Dans de Une ma histoire vie à moi, d'amour? mais en Non, tout cas de leur d'accord. vie à eux, ça Ça c'est aurait pu sûr. être de la vôtre aussi. Non, non, mais il y a des chansons qui ont effectivement beaucoup de sens. La dernière qu'on entend, notamment The Rapture, It Takes Time to Be a Man. En fait, c'est cette chanson qui m'a inspiré la pièce. C'est-à-dire que j'étais en train de bosser, j'étais à Bruxelles, et j'entends elle passait voilà, dans mon iPhone, quoi. Et souvent, en entendant de la musique, certaines chansons vont vraiment m'évoquer une scène ou un début d'histoire, quoi. Et quand c'est le cas, je vais écouter 25 fois la chanson en boucle pour continuer à faire travailler un peu si j'ai le temps, bien sûr. Et là, en fait, vraiment, en entendant cette chanson, je vois la dernière scène de la pièce. Vraiment, je vois très exactement ce qui se passe, sans dévoiler. Voilà, je vois le canapé, je vois la disposition du décor, je vois ce personnage qui est en train de fumer face au public, je vois les personnages, quoi. Et je vois cette danseuse, j'ai vraiment, et je me dis, ah, ça ferait une super fin. J'entends le moment dans la musique où je me dis, là, c'est le noir. Là, c'est le moment où le spectacle finit, et là, c'est les applauses, et là, ça marche très bien. Et puis, je me dis, ouais, ça ferait une bonne fin, mais maintenant, qu'est-ce Faut qui le se passe début. avant, quoi? Ouais, c'est C'est ça. ça. Et puis après, pendant un an, bah, ça a un peu mûri, j'y repensais de temps en temps, mais comme à d'autres projets, quoi. Mm. Mais c'est cette chanson qui a été le départ de tout. Et on va dire un peu plus d'un an plus tard, donc je traverse une rupture assez dure. Et j'étais en train d'écrire quelque chose de complètement différent, une comédie, enfin rien à voir, hein, pour le cinéma. Et là, bah, comme j'étais complètement triste, quoi, incapable de continuer à écrire cette comédie, quoi. Et là, je repense à cette histoire en disant, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de raconter ça? Mm. Et j'en parle un peu autour de moi, mes potes, en me disant, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ils me disent, ouais, ce serait bien, là, c'est le bon moment, quoi. Et en fait, c'est sorti très vite, quoi. Et donc, j'ai écrit ce spectacle, c'était au mois d'août. On a trouvé, on l'a envoyé au directeur de la Scala qui a tout de suite dit, bon, bah, janvier. Donc, vraiment, ça a été très, très rapide. Et puis cet été-là, je rencontre quelqu'un avec qui j'allais finalement vivre une histoire d'amour. Et je lui parle un peu de ce spectacle sans lui dire exactement de quoi ça parle, mais je lui dis, voilà, je suis en train de chercher en ce moment des chansons, donc on en revient à la musique, qui tournent autour de la rupture, notamment une que j'adore qui est de Al Green, How Can You Mend the Broken Heart, donc qui parle d'elle-même et qui est la chanson qui est au moment où il y a la rupture dans la pièce. Et elle me dit, est-ce que tu connais Et pourtant de Charles Aznavour? Et je dis non, je connais pas. Et donc elle me fait écouter Et pourtant, et je fais, ah ouais, c'est pas mal. Et je lui ai pas dit que j'allais la mettre dans la pièce. Elle a découvert à la première Génial. que c'était, voilà. Et donc à partir de là, en l'entendant, je me suis dit, bon, bah, on va rentrer, on va commencer le spectacle comme ça, on va Ouais. chanter Il cette chanson. commence comme ça, le spectacle, Une histoire Voilà. d'amour, il se termine aussi avec cette chanson. À la base, il se terminait pas avec cette chanson. À la base, on arrêtait après The Rapture, on applaudissait, etc. Et puis quelqu'un nous a dit, au bout de quelques représentations, on a eu des gens qui disaient, mais pourquoi vous la rechantez pas à la fin? Mm. Ce serait vraiment super. Et donc on est parti sur le principe qu'on ne la rechantait que si le public se levait. Ah. On dit rien. Si le public se lève, on revient et on chante Et pourtant. Et s'il se lève pas, bon bah tant pis. Ok, je pense qu'il y a un peu de rap de temps en temps. Alors maintenant que je suis plus sur scène, effectivement, ils peuvent peut-être prendre. Je sais qu'on a monté la version espagnole. Je suis allé monter Una Historia de Amor à Madrid, Ouais. et que vraiment, ils aiment trop la chanter à la fin, et donc ils viennent la chanter tout de suite.
Donc à chaque fois, je leur dis mais non, mais c'est trop tôt, laissez-les applaudir un peu. D'accord, très bien. On va justement écouter aussi l'une des chansons du spectacle qui est magnifique aussi, qui est une version superbe de l'original d'Elvis Presley. Vous pouvez nous parler de cette chanson-là? On va Can't l'écouter Help ensemble. Falling in Love, Ouais, qui est étonnant, qu'on entend 3 fois dans le spectacle. par 3 interprètes différents. Voilà, on a Hayley Reinhardt, on a Elvis Presley quand elles sont dans la voiture, et puis on a Plaisir d'amour de Joan Baez, qui est exactement la même mélodie en fait. Euh, et pareil, c'est une chanson qui parle d'amour et qu'on retrouve et qui est un peu leur thématique à chacun, qui les lie tous les trois. Eh ben, on écoute ça. Alexis Michalik dans le son de la scène, podcast des théâtres, on revient tout de suite. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Oh, shall I stay? Would it be a sin? Oh, if I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Oh, for I can't help falling in love with you. Oh, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Won't take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Oh, for I can't help falling in love with you. Alexis Michalik dans le son de la scène, avec ce spectacle, une histoire d'amour, mais aussi tous les autres, le Cercle des illusionnistes, Edmond, Intramuros, j'en passe, c'est des meilleurs. Les producteurs aussi, tout ça se joue en même temps à Paris. C'est fou, non? Oui. Vous êtes partout. On ne veut pas vous voir, on vous voit quand même, quoi. Oui, après, c'était pas prévu, c'est-à-dire que jamais je me suis dit, tiens, je vais faire 5 spectacles qui vont être à Paris. En fait, je me suis vraiment dit, je vais en faire un. Et puis, en fait, c'est arrivé, bon, bien sûr, grâce au succès des spectacles, mais c'est arrivé aussi grâce au fait que dans le privé, quand un spectacle marche, on le laisse à l'affiche. Et souvent, les gros spectacles de privé dépendent souvent d'une tête d'affiche. Et quand on est une tête d'affiche, on ne va pas jouer un spectacle plus d'une saison. Et une saison, déjà, c'est rare. En général, ils vont jouer 4 mois. Et puis après, ils vont passer à autre chose. Et moi, en fait, c'est des très bons acteurs, mais qui ne sont pas des têtes d'affiche. Et donc, ils peuvent jouer plus longtemps un spectacle. Et quand ils en ont marre et qu'ils veulent en alternance, ce qui arrive souvent, eh ben, on va embaucher une nouvelle équipe d'acteurs. Et puis, cette nouvelle équipe d'acteurs va à son tour jouer 1 an. Et donc, on n'a pas vraiment de contraintes liées au casting pour arrêter le spectacle. Ce qui est souvent une des raisons pour lesquelles on arrête un spectacle qui marche dans le privé. Donc,
C'est aussi pour ça qu'ils ont connu cette espèce d'exceptionnelle longévité. Mais au fond, entre le porteur et le cercle, il y a eu 2 ans. Entre le cercle et Edmond, il y a eu 3 ans. Enfin, moi, je fais un spectacle tous les 2, 3 ans, quoi. Mm. Simplement, comme ils sont toujours à l'affiche, puisque justement, ils ont une économie assez raisonnée, euh, qui vient en ligne directe du off, voilà, on se retrouve avec cette situation un peu ubuesque, quoi. Moliérisé plusieurs fois, Alexis Michalik. Je me demandais ce que vous aviez raté dans votre vie. Parce qu'on a Oula. l'impression que c'est qu'une histoire de réussite, Alexis Euh, Michalik. oui, non, enfin, ça on rentre dans un domaine de l'intime là, mais non, mais plein de choses en fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il est évident que déjà, déjà quand on est comédien, on est soumis à l'échec en permanence. C'est-à-dire on apprend un peu plus d'ailleurs, je pense que les autres professions, parce qu'on est constamment en train de passer des auditions. Quand on a la chance déjà de passer des auditions ou des essais ou des castings, en fait, la plupart du temps, on les a pas. Donc, on a l'habitude de l'échec. On a l'habitude de se dire, sur 10 tentatives, il y en a peut-être une qui va fonctionner, et déjà, ça va suffire pour que je travaille et que je puisse... Donc, il y a cette espèce de notion-là de, OK, ça fait partie de la vie, on va forcément rater, mais sur la masse, il y aura peut-être un truc qui va fonctionner. Et je pense que dans la création, c'est un peu pareil. Moi, j'ai écrit énormément de choses, j'ai développé des projets qui n'ont jamais vu le C'est jour. ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont à la poubelle dans ce que vous écrivez, Ouais, enfin à la poubelle, que ce non, soit film, théâtre ça ou reste sur un disque dur, quoi. Mais, ouais. mais Mais vous êtes extrêmement prolifique et j'étais, productif. j'étais, Ah, vous j'étais, l'étiez. ouais, Vous l'êtes moins. ouais, je le suis beaucoup moins. Ouais. Non, j'étais quand j'avais encore tout à prouver, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je sais que a priori, si je commence à écrire quelque chose, il y a des chances que ça voie le jour. Donc, je me pose beaucoup plus la question avant de me lancer dans un projet. Mm. Parce que la différence, c'est que quand j'étais plus jeune et que je voulais absolument réussir à faire le trou et exister, etc., forcément, oui, j'écrivais beaucoup, plein de choses, et puis j'avais aussi plus de temps, puisque j'avais pas 5 pièces à l'affiche et des acteurs à trouver tout le temps, etc. Donc j'avais mine de rien, beaucoup plus de liberté et de temps de cerveau disponible, parce que ça prend du temps quand même de... Si j'étais pas metteur en scène, je pense que je serais un peu plus détendu. Mais comme je suis metteur en scène, c'est quand même moi qui dois m'occuper de trouver des nouveaux acteurs, pas de les former, parce que j'ai quand même des assistants maintenant, etc. Mais quand même... c'est du boulot, quoi. C'est de la maintenance. C'est un travail de maintenance Oui, assez. une sorte d'entreprise culturelle un peu quand même. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, moi, je me vois vraiment maintenant comme un chef d'entreprise. Et c'est super, c'est une entreprise super, mais c'est quand même, ça prend du temps. Donc, j'ai moins de temps dispo pour vraiment me projeter que dans de la nouvelle création, etc. Et puis, voilà, il y a ce truc à l'époque, quand j'écrivais, j'étais pas sûr que ça allait voir le jour. Je pouvais écrire un scénario de long métrage sans aucune perspective de réalisation de ce truc. Aujourd'hui, si je me dis, allez, je me mets à écrire, il y a une possibilité, vu le succès des précédents, que le marché, entre guillemets, dise, vas-y, si demain j'écris une pièce, même si elle est mauvaise, je pense que je trouverai un théâtre. Mais le problème, c'est qu'après, une fois que la pièce, elle existe, si elle est mauvaise, c'est moi le responsable. Donc il y a vraiment, je me pose plus la question aujourd'hui et je prends le temps de me la poser. Et alors, le dernier échec du coup? Le Parce que vous dernier avez essayé un petit peu échec, d'esquiver la réponse. Non, mais c'est pas grave. non, il y en Non. a, il y en a eu plusieurs. Alors le dernier, Pour vous, hein. qu'est-ce qu'on a fait euh, alors, attendez, non, mais il y a, par exemple, il y a des envies de séries, parce qu'après il y a des trucs qui pourraient se faire, mais voilà, par exemple, je vais aller pitcher quelque chose à une plateforme ou à une chaîne ou un truc comme ça, et puis ils vont dire ah oui c'est sympa, mais bon on a déjà un peu ça ou ça. Donc voilà, donc au final je remise le projet dans un tiroir en me disant est-ce que j'en ai tant envie que ça, bon je vais peut-être faire autre chose. Ça m'est déjà arrivé d'écrire un scénario avant de faire Edmond. En fait, on développait un scénario de comédie avec mon producteur Benjamin Belcourt, et puis on a essayé de le financer, et puis on n'y est pas arrivé, et puis finalement il y a eu Edmond, donc mon premier film ça a été Edmond et pas ce scénario là, et puis après moi il y a aussi un truc où euh, c'est comment dire, moi j'aime bien être très éclectique. J'adore faire des choses que je sais pas faire.
J'adore faire les producteurs après avoir fait une histoire d'amour, quoi, qui a concrètement rien à voir, ou faire Intramuros juste après Edmond, ou faire une BD, ou faire un roman, ou faire tout d'un coup un film. Enfin, j'aime bien m'attaquer à quelque chose de différent parce que je déteste l'ennui. Mais c'est plus compliqué de convaincre. Autant au théâtre, j'ai une liberté à peu près totale, autant c'est plus compliqué de convaincre des producteurs de me laisser faire quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'ils ont l'habitude de me voir faire. Hein, donc si j'arrive demain en disant j'ai envie de faire un buddy movie de deux flics, ils vont me dire mais c'est bizarre que toi tu me proposes ça. Enfin, c'est pas vraiment comme ça que. Et des fois ils ont raison parce que bon bah ok je peux peut-être faire mieux. Et puis des fois je me dis non mais quand même je suis sûr que ça pourrait être sympa. Voilà. Sur cette diversité-là, on est donc chez vous, Alexis Michalik. On n'est pas sur une scène, c'est un petit écart par rapport à ce podcast-là. Qu'est-ce qu'on a pourriez comme ça piquer des bouquins. Alors j'ai du Dragon Ball Z en face de moi, je crois. Ouais. Là-bas, on a beaucoup de cinéma aussi. Bah, y a des BD, il y a pas Ouais. mal de BD parce que je suis très fan de BD, mais il y a aussi beaucoup de bouquins. Là-haut, il y a des bouquins assez anciens. La collection jaune, là. Ouais, il y a quoi, des ça collections Harlequin, et puis il y a aussi beaucoup de Gallimard. En fait, c'est des bouquins qui datent des années 60 que j'ai rachetés quand j'ai acheté cet appartement. Ah, génial. Il y a du Ouais. Shakespeare aussi, beaucoup. C'était des gens qui sont morts et j'ai racheté à leurs enfants leur cave. Et ils avaient des tonnes de bouquins qui étaient en gros tous les bouquins de leur vie. Et après, j'ai passé quelques jours à faire le tri dans les bouquins. Et j'ai gardé les plus chouettes. Donc il y a Simone de Beauvoir, Sartre, mais de l'époque. Des quoi. grands Donc, classiques, c'est ce qu'ils achetaient au moment où ça sortait. Quoi. Vous C'est chouette. avez pas trouvé des petites cartes postales, des petits mots dans les bouquins? Si, j'ai trouvé plein de trucs. C'est vrai? Ah ouais, j'ai trouvé des trucs super. Et moi qui aime l'histoire, Et c'est j'adore. ça. Non, j'ai trouvé puis vraiment, c'est des plongées. J'ai trouvé un agenda, par exemple, Madame, Ouh. 1981. Avec Et la... ça, tout de suite, ça marque l'époque. Donc C'est c'est génial. un simple agenda La Roche-Joubert. Mais puis dans l'agenda, il y a évidemment quelques petites recettes. Oh, c'est mignon. Voilà, par exemple, comment conserver du linge dans une armoire. Des Et gougères. là, Voilà, une recette de gougères. Puis il y a quelques petits trucs qui il y a sont des- notés. il y a des écritures ou pas? Voilà, gâteau à l'ananas, oui, bah, ils ont noté 2-3 trucs. D'accord. Voilà, et puis c'est des plats plutôt lourds. Hein. On n'est pas on est dans la crème, on est dans les lardons, on est dans le fondant au Chester. Vous pourriez commencer une histoire avec un agenda, Alexis Michalik? Ouais, je pourrais commencer une histoire avec un agenda, mais après, est-ce qu'elle sera bonne? C'est une autre question, quoi. Mais pas Mais, en tout cas d'un objet. Oui, bien sûr. Enfin, moi, en général, les idées, elles viennent plutôt soit de quelque chose que je vis, mais c'est assez rare, soit de quelque chose que je lis. Donc oui, ça peut être sur Internet, une anecdote, un truc. Ah tiens, je savais pas que. Ah bah ça ferait une bonne histoire si jamais il se passe ça. Soit quelque chose qu'on me raconte. Hein, quelqu'un qui me dit ah hier il m'est arrivé un truc incroyable. Et je dis ah bah, ça ferait un bon début d'histoire. Voilà, l'inspiration peut venir de partout, mais après on a tous des idées. On a tous des idées qui arrivent et on a tous des bonnes idées. Hein. Des fois on se dit ah j'ai une idée, ça ferait un super film. Mais le plus dur n'est pas l'idée, le plus dur c'est de prendre cette idée et d'arriver à en faire quelque chose qui est fini. Quoi. Et qui marche. Est-ce que vous voulez bien nous lire? Du coup, on a choisi pour vous un extrait de votre roman, Super. Loin, Alexis Michalik, sur le voyage, la question du voyage, parce qu'on va parler aussi de vos influences aussi. Super. Il y a un petit peu d'Angleterre, de Pologne chez vous, donc on va partir du voyage. Beaucoup d'Angleterre même. Ouais, vous nous lisez d'ici jusque-là, s'il vous plaît. À quoi sert le voyage? Tu as pris un avion, consommé du kérosène, dépensé de l'argent. Et tout ça pourquoi? Pour quelques photos de plus des Velázquez du Prado que tu ne regarderas jamais à nouveau, qui mourront avec ton disque dur quand ton disque dur mourra. Tout le monde, chaque être humain aujourd'hui possède un appareil photo, un téléphone avec un appareil photo, une caméra vidéo. Qui ira regarder les photos, les innombrables et inutiles photos du voisin? Mal cadrées, mal éclairées, prises avec un matériel médiocre, et qui contiennent, devant une merveille architecturale mondiale, la tête du voisin, en polo rouge, casquette vissée sur le crâne, souriant et faisant de ses doigts le V de la victoire. Pourquoi cette photo existe-t-elle seulement? Parce que, excuse-moi de cette diatribe virulente, c'est un moyen, comme un autre, d'oublier l'inéluctabilité de la mort. Comme l'amour, comme la cuisine, comme le football. On voyage car on le peut encore. On voyage car on veut voir, on veut nourrir nos yeux avant que ceux-ci ne se ferment, et pour se prouver qu'on les a nourris, on photographie. Pourquoi notre breton ou notre voisin se lance-t-il dans une telle aventure?
Parce qu'il en a soif d'aventure. Parce qu'aujourd'hui, sa plus grande peur se résume à perdre son emploi, à se découvrir une tumeur ou à se lancer sur les routes en état d'ivresse. Les loups n'occupent plus les forêts du royaume de France. On ne meurt plus d'un bras cassé. L'Amérique a été découverte. Les Indiens ont presque tous été massacrés. Les voitures ont des airbags. Il n'y a plus de danger. Quelle a été ta dernière aventure, lecteur? Quand ton métro a eu 40 minutes de retard? Quand ton chat s'est échappé par la fenêtre? Voilà pourquoi l'homme voyage, par bravoure autant que par lâcheté. Qu'est-ce que ça représente pour vous le voyage, Alexis Michali? Qu'est-ce que c'est exactement ce qu'on entend de l'extrait de Loin, votre roman? Un petit peu, en tout cas, comme la question, c'est comment voyager en évitant justement ce piège de la banalité. C'est comment, en fait, je pense que évidemment, hein, tout le voyage dont je parle n'est pas que le voyage littéral, c'est aussi le voyage métaphorique, puisque à la fin, le roman parle de la liberté, en fait, de qu'est-ce que c'est de se trouver sa propre liberté, quoi. Comment on conquiert sa propre liberté. Et c'est souvent de manière très personnelle et très différente. Mais voilà, pour moi, le voyage, c'est le moment où on se sent libre, en fait. Quand on voyage, on est dans un espèce d'espace un peu suspendu qui est hors norme, qui ne fait pas partie de sa routine quotidienne. Et donc, il y a un sentiment de liberté qui nous envahit si on ne voyage pas dans un contexte complètement cadré, réservé, fermé. Et c'est comment on arrive à aller à la rencontre de son propre voyage et de son envie de voyage, de son désir de voyage, et qu'on arrive à transformer cette... enfin, en tout cas, pour ce qui est d'Antoine, c'est quelqu'un qui est terrorisé par l'idée du voyage, parce qu'il a très peur de l'avion, le personnage principal du roman, et qu'au fur et à mesure, il va commencer à se laisser gagner par le plaisir du voyage, et au final, à la fin, peut-être qu'il ne rentrera pas, quoi. Quelle est ta dernière aventure, lecteur? Vous lui parlez au lecteur, je vous pose la question, Alexis Michalik, c'est quoi votre dernière aventure? J'ai envie de vous dire, quelle est votre dernière aventure? Non, c'est pas moi qui C'est réponds moi aux l'auteur. questions. Ok. Donc, enough. qu'est-ce qui vous est arrivé, quoi? Là, comme ça, c'est à moi de vous répondre? Ah non, c'est horrible. Je sais pas, ma dernière aventure... C'est le sujet du livre. Ouais, carrément, ouais. C'est la question que je pose. Sauf que du coup, j'ai pas réfléchi. Ben, je sais, donc justement. Bon, je réfléchis, je vous dis C'est ça un plus tard. podcast, hein, on Ouais, a le c'est temps, ça. hein, vous avez le droit de couper. Hein. Non, mais c'est vrai, ça, tiens. Non, mais vous, pour le coup. Moi, ma dernière aventure, Oui. C'est ça que les gens ont envie d'entendre. je suis pas sûr. Hein. Bon, là, je reviens de New York, là. Ah bah, c'est pas mal, non? C'était pas mal, oui, oui. C'est pas ça c'était pas l'aventure. forcément une aventure, oui. Attendez, j'ai pas fini. Ça serait un peu nul. En fait, on est parti. Donc, je suis parti 8 jours à New York pour voir des spectacles. Et il y a un humoriste que j'adore. Moi, je suis très fan de stand-up américain. Et il y a un humoriste qui s'appelle John Mulaney, voilà, vous pouvez voir les spectacles sur Netflix, qui est très drôle, dont j'adore l'écriture. Et j'ai vu qu'il se produisait, qu'il rodait son nouveau spectacle en Pennsylvanie. Donc, au moment où on allait à New York, il se trouve que c'est à 3 heures de New York en voiture. Donc, j'ai loué une voiture et puis on est parti voir John Mulaney en Pennsylvanie, à Wilkes-Barre, dans une petite ville de 40 000 habitants. Et donc, on a quitté New York et au bout de 2 heures, on avait l'impression d'être au Canada, quoi, avec des grandes forêts. C'est vraiment des bûcherons, quoi. Et il faisait très beau. Et on a vu ce spectacle dans un stade de hockey, une arène de hockey avec 5000 personnes. C'était super. Et le lendemain matin, au réveil, en fait, il avait énormément neigé. Donc on s'est retrouvés, heureusement on avait loué une grosse voiture, mais on a mis 2h20 à l'aller, on a mis 4 heures au retour et on croisait les voitures qui étaient accidentées, etc. Et là c'était un peu l'aventure. Ouais. Ah oui, c'est pas mal. Voilà, Ouais. c'était pas mal, le retour à New York. Ok. Bon, vous êtes bien rentré à New York et vous avez vu d'autres spectacles du coup. Tout à fait. Je suis encore en Broadway, vie. la comédie musicale, c'est vraiment quelque chose qui C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'adore. Et en même temps, je suis très très content d'être en France parce que c'est vraiment là-bas des spectacles énormes. Et il y a cette notion de performance qui est au cœur de tout. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle performance arts et pas theater. Et nous, en France, on a quand même la particularité d'être un pays qui a un gros maillage culturel. Et on a vraiment une place pour le théâtre qui est très importante
par rapport à beaucoup de pays. Un soutien pour le théâtre qui est très important et une diversité culturelle pour le théâtre qui est très importante. Donc il y a moins de shows énormes qu'à Broadway, puisque tout est énorme de toute façon aux États-Unis. C'est soit gigantesque, soit rien du tout. Mais il y a une grosse diversité. La Pologne, l'Angleterre, la France, ça Ouais. c'est un peu vous aussi, Alexis Michalik. Qu'est-ce Ouais. que ça vous apporte aujourd'hui, Alors, cette multi-identité-là? bon, la Pologne, j'y suis jamais allé. C'était mon C'est vo- grand-père c'est- ouais, c'est ça. que je l'ai pas connu, donc du coup c'est mon nom. Ouais. Mais je connais pas plus que ça. Par contre, à chaque fois que je vais dans l'est, par exemple Edmond, l'a tourné en République Tchèque, et je sens qu'il y a un truc très commun au peuple de l'est. Il y avait quelque chose où partout où je vais dans l'est, je suis assez accepté. Comme étant l'un des leurs en quelque sorte quoi. Il y a un truc dans le nom où c'est oui bah voilà c'est un gars de chez nous quoi. Et en revanche, l'Angleterre, pour le coup, vraiment, ma mère est anglaise et moi je suis à moitié anglais. Et donc, c'est une part vraiment importante de mon éducation. Et ça m'a beaucoup aidé dans la culture cinématographique, sérielle, théâtrale, Broadway, tout ça. Parce que, effectivement, bon, déjà, quand on a l'anglais, naturellement, c'est quand même très pratique pour voir tout ça. Et puis, c'est quand même des gros producteurs de cinéma, etc. Et je pense que ça m'a beaucoup influencé dans ma façon de raconter des histoires, ça c'est sûr. Le storytelling, quoi, c'est ça. Oui, plus à l'anglo-saxonne qu'à Ouais. la française, Mm. clairement. Et en plus de ça, d'une manière plus générale, je pense que toute originalité vient de la conjonction de deux mondes. Donc souvent, les binationaux, les gens qui ont plusieurs origines, en fait, ils vont être traversés par des cultures différentes qui vont créer une culture originale, qui vont créer quelque chose de nouveau. Voilà, la nouveauté, elle peut pas se créer juste en copiant le précédent, quoi. Mm. Donc, ça m'a aussi, je pense, beaucoup enrichi. Vous avez déjà pensé à écrire en anglais? Oui, j'y ai pensé, mais c'est difficile. C'est pas, Pourquoi? je maîtrise quand même beaucoup moins l'anglais que le français, et puis c'est compliqué, quoi. C'est un marché compliqué, c'est-à-dire que d'aller j'ai déjà monté des spectacles à l'étranger et c'est une super expérience, c'est passionnant. J'ai rencontré des super comédiens, j'ai déjà vécu ça. Edmond, ça s'est monté en Angleterre, Intramuros s'est monté en Angleterre. Moi, j'ai monté une histoire d'amour à Madrid cette fois-ci. Puis bon, c'est monté régulièrement, mais je me rends compte que c'est difficile, quoi. Ce qui me permet d'avoir cette liberté totale et cette position un peu à part en France, ça s'est fait de spectacle en spectacle, petit à petit. Ça s'est construit petit à petit comme un petit maillage entre le public et ce que je lui raconte. Et c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. Donc, effectivement, le théâtre sans tête d'affiche, ça a aussi ses limites quand on arrive à l'étranger, quoi. Le plus beau compliment du public et la critique la plus difficile? Qu'on m'ait fait Ouais. Le plus beau compliment, il y en a quand même vraiment beaucoup, mais Celui qui vous vient là, comme ça. moi je me souviens que quand on jouait La Mégère, qui était un des premiers spectacles qu'on a monté, qui était vraiment un gros délire, je me souviens de cette fille qui vient et qui dit c'est la première fois que je ris depuis la mort de mon père. Ok. Et ce genre de truc, voilà, c'est ce genre de truc où on se dit, en fait, c'est ça, l'émotion, elle existe pour ça, où quelqu'un est tout d'un coup est traversé par une émotion, il va nous en faire part, il va dire de manière très simple, mais qui veut tout dire, quoi. Et que le théâtre, c'est la vie, là, pour le coup. Ouais, même. ou juste, le théâtre, c'est pas tant la vie, c'est juste, une reconnexion à quelque chose, quoi. Pour moi, le théâtre, c'est une communion athée. Donc, il y a quelque chose dont on se met tous ensemble, on raconte une histoire, et en fait, nous, les acteurs sont vivants, donc il y a pas de triche, quoi. Il y a un lien qui est évident, quoi. Et la pire, Et la critique. bon, il y en a régulièrement. Celle, mais... celle qui vous a, voilà, un peu. Non, mais un je peu dirais que la touché critique, aussi, je pense que la critique, c'est quelque chose qui. est aisée, mais l'art est difficile. Non, je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie de tout acte créatif, quoi. On y est habitué dès le début. Je veux dire, moi, quand j'étais ado, je faisais lire mes trucs à mes potes en cours et ils me disaient c'est pas terrible, quoi. Moi, j'ai toujours eu des gens qui me disaient ouais, c'est bof, ouais, c'est bon, ouais, ça marchera pas. Ouais, tu crois vraiment? Quoi? Edmond Rostand? Mais tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un seul truc que j'ai fait où il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a dit ça ne va pas marcher, quoi. Le porteur d'histoire, première fois qu'on le joue à Paris, je me souviens voilà, d'un retour de producteur qui dit non, c'est bien, hein, mais ça fera pas un payant, quoi. Et voilà, et je veux dire, la critique fait partie de ce truc.
où ça peut être aussi une bonne critique, c'est une critique constructive. Une bonne critique, c'est une critique où on se dit genre, ah, intéressant ce point de vue, effectivement, ça va pouvoir m'améliorer. Une mauvaise, entre guillemets, critique, c'est quelqu'un qui dit concrètement, quelqu'un qui dit j'aime pas. Qui dit j'aime pas, bon bah qu'est-ce que je peux pas changer de spectacle en fait. Si t'aimes pas, t'aimes Oui, pas j'aime quoi. pas pour telle ou telle raison. Oui. Voilà. Et une critique, on va dire gratuite, c'est une critique qui non seulement dit j'aime pas, mais qui dit j'aime pas et je vais dire que des choses méchantes sur tout, sans qu'il y ait absolument aucun moyen de argument, changer. Voilà. en plus. Donc dans ce genre de, si vous voulez, je peux donner des noms. Hein. Je pense Oh, que non. Libération, c'est les pros pour ça. Hein. Dès qu'il y a un truc qui va un petit peu plaire à tout le monde, je veux dire Amélie Poulain, c'est les premiers à les avoir dégommés, etc. Donc dès qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu populaire, je pense que la critique, elle va être terrible. Donc moi, Edmond, je me suis fait dégommer par Libération. Je me suis fait dégommer pour l'histoire d'amour, je ne suis même pas sur une critique. Les producteurs n'en parlent même pas. Enfin bon, bref. Donc il y a toujours ça, ça fait un peu partie du jeu. Mais je dirais qu'une critique, c'est beaucoup plus facile à supporter quand la salle est pleine. Hein, donc je me souviens quand on jouait la Mégère d'un jour où c'était à Avignon, c'était un peu le délire dans la salle. Et puis à la fin, les gens se lèvent, ça crie. Et puis le régisseur, on le voit à la sortie, et puis il était un peu mort de rire. Et puis on dit qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il y avait un mec qui était au fond et qui faisait ouh, ouh. Sauf que tout le monde hurlait autour, était debout en train d'applaudir. Donc ça me va quoi. Ok, je suis désolé, j'aurais aimé que vous aimiez, mais je peux rien faire de plus quoi. On passe au-dessus, quoi. À ce moment-là, c'est plus facile. Bah, ça dépend si c'est quelque chose qui encore une fois est constructif. Si c'est quelque chose que je peux entendre et où je peux me dire ouais, c'est vrai qu'au prochain spectacle je peux faire autre chose, ou c'est vrai que sur cette scène je peux comprendre. Encore une fois, si quelqu'un qui dit juste j'aime pas, ça n'a aucun Oui, non, intérêt. bien sûr, on est tout à fait d'accord. Un dernier mot, Alexis Michalik, et pour clore cet échange avec vous sur la question de l'artiste. C'est une question qu'on pose à tous nos invités. On a eu des jolies réponses pour le moment, toutes très différentes les unes des autres. Qu'est-ce qu'un artiste pour vous? Et je dis bien pas un comédien, une comédienne, un artiste. Je pense qu'un artiste c'est quelqu'un qui, ça va être un peu froid, qui vit de son art. Non, je dirais que c'est factuel, mais pourquoi pas? Ok, un artiste, c'est quelqu'un qui vit de son art. Mhm. C'est tout? Bah ça suffit. D'accord, très bien. Et juste un petit mot, je voulais vous lancer un petit défi de donner un mot, un adjectif pour chacune de vos pièces, avec un peu de recul aujourd'hui. Edmond. Un adjectif. Ouais. Un adverbe, ça peut être un adverbe aussi. Wow. Le premier mot qui vous vient. Ouais, je suis vraiment nul pour ça. C'est vrai? Le questionnaire Non, c'est pas un questionnaire de Proust. Non, c'est un petit vraiment peu. pour... Non, bah non. Je peux pas vous dire quel animal êtes-vous, Alexis Michalik, vous voyez? Après ça trahit. Ouais. Non, mais alors on le fait pas. Cool. Je peux vous demander la même chose. Hein. Un Je- mot qui vous vient pour parler d'Edmond. Flamboyant. Voilà. Si c'est vous, ça va. Si c'est moi qui dis ça, ah bah super. Le mec, il trouve que c'est flamboyant Oui, c'est son vrai. théâtre. Vous voyez ce que je veux Ouais, dire? ça peut être C'est hyper un peu les prétentieux. limites de l'exercice. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, là, c'est une critique qui est argumentée. Voilà, Donc, je la c'est prends, pour quoi. ça, Très ça me coince un peu. Quoi que je réponde, il y a forcément. Mais vous savez, c'est vraiment. C'est normal, hein, mais le succès entraîne ça. Le succès entraîne que, en fait, dès que ça marche, la moindre parole va être disséquée et quoi que je dise, il va y avoir quelqu'un pour dire ouais, mais bon, il dit ça parce que. Non, Non, c'est c'est pas comme ça, ici, pas dans le son de la scène. Ouais, on sait jamais. Diriger un théâtre un jour, ça vous dirait? Je pense à la suite. Oh, Parce que du coup, peut-être. cinéma, BD, livre, théâtre. Qu'est-ce qui reste? ça. Non, peut-être, mais c'est vraiment une responsabilité, une grande responsabilité et qui nous lie fortement à un lieu et vraiment programmer, c'est autre chose que de créer. C'est un vrai travail compliqué. Donc peut-être pas tout seul, peut-être avec mes associés ou ma caisse, mais c'est quand même du taf, quoi. C'est quand même du taf et moi j'aime bien ma liberté. J'aime bien pouvoir me dire, bah, demain je vais aller partir 6 mois en voyage et écrire un bouquin ou me C'est un mettre sur un luxe. film pendant 2 ans. Et quand on a un théâtre, Ouais. c'est un luxe qu'on peut difficilement obtenir, quoi. Vous êtes programmé au théâtre, donc à Aix, à Marseille. Chez nous, votre rapport au Sud, vous qui êtes grand Parisien Je quand même. déteste le soleil. Pourtant, vous avez une maison à la Couronne, sur la Côte Bleue. Voilà, ouais, non, j'adore. J'aime beaucoup Marseille et les environs. J'aime beaucoup. Bon, Aix, c'est magnifique. C'est Aix, c'est Paris, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est Le vraiment le petit Marais, Paris de quoi. province. Ouais, c'est ça, mais c'est très joli. Et puis non, j'aime beaucoup la Méditerranée. Je fais de la planche à voile sur l'étang de Berre, figurez-vous.
J'y vais très régulièrement. Dès que je peux, je descends un peu, prendre le soleil, manger du poisson. J'aime bien Marseille. Je trouve que c'est une ville. C'est une ville assez forte, assez puissante. Je trouve que... Moi, j'ai vécu 1 an à Casablanca, au Maroc, et je trouve qu'il y a un peu le même. Il y a des similitudes entre Marseille, Naples, Casablanca. C'est des villes un peu bordéliques, Ouais. un peu, mais en même temps où il y a une telle Mais énergie, vivantes. il y a un tel potentiel, il y a une telle vie. Il y a quelque chose où on aime ou on déteste, quoi. C'est ça. Et moi, j'aime bien. Super. Merci beaucoup Alexis Michalik. Merci à vous. De nous avoir reçus chez vous. Merci Merci. beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la scène. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.letheatre.net et sur nos réseaux sociaux.